on commence l'hebdo de l'innovation cette semaine avec l'ère du séquençage génétique qui a débuté, donc ça fait une petite vingtaine d'années. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que de plus en plus, le séquençage génétique se recoupe avec d'autres domaines, dont l'informatique et la modélisation. Et là, vous le voyez, c'est le séquençage génétique du Covid, d'accord? Le virus de la Covid. Et vous voyez, vous avez les différents variants et des sous-variants qui ont été identifiés, d'accord? Et la distance entre les différents variants et leur évolution sur le quadrillage montre les mutations et les différences entre les différents variants, d'accord? Donc ça c'est important. Pourquoi est-ce que c'est des choses qui sont importantes? Parce qu'il faut bien vous rendre compte que avant, quand on avait des données brutes et qu'on n'était pas capable de les interpréter à travers un ordinateur, c'était très compliqué de prendre des décisions. C'est-à-dire que pour réussir à prendre des décisions optimales dans un cycle, il faut que vous ayez une capacité de rendre les ressources qui servent à utiliser, à faire les décisions digestibles par la majorité de l'humanité et par beaucoup de gens qui n'ont pas forcément des compétences. C'est-à-dire que quand vous envoyez une map comme ça, un président peut très vite comprendre que Omicron, c'est pas du tout la même chose qu'avant et qu'on n'est pas du tout sur la même pandémie. Donc il va falloir gérer totalement de manière différente d'avant. Alors que si je vous sors des tables avec des pourcentages de différence des mutations, ce genre de choses, vous comprendrez rien parce que ça sera des chiffres dans tous les sens et sauf si vous êtes un expert, bah vous comprenez pas. Et donc l'avantage justement de toutes ces nouvelles technologies qu'on a, c'est de rendre la réflexion accessible au plus grand nombre et là c'est ce que vous voyez à travers le Covid. Donc en l'occurrence ces maps-là, qu'est-ce qu'elles ont d'intéressantes? Ces maps-là, elles sont très intéressantes, pourquoi? Parce que quand vous devez mapper énormément de variants, d'accord? Donc ça existe par exemple pour la grippe. Pour la grippe, on utilise ce genre de map. Pourquoi est-ce qu'on utilise ce genre de map? Parce qu'en fait, on séquence tous les sous-variants de la grippe qu'on trouve une année, d'accord? Une fois qu'on les a séquencés, on les met sur cette map visuelle. Et après, les gens se réunissent à l'Organisation mondiale de la santé, à l'OMS, et ils vont décider sur quel type de souche on va faire un vaccin. Parce qu'ils jugent que c'est la souche qui a le plus de chances d'émerger ou qui a un potentiel d'être la plus agressive possible. Donc par exemple, on va prendre l'exemple qui est ici. Attention, c'est un exemple. Si ça, c'était la grippe, vous enlevez les notions du Covid. Donc vous enlevez Omicron, Delta, vous gardez juste les ronds. Ça, c'est la grippe et c'est les sous-variants. Bah, les gens, entre guillemets, à l'Organisation mondiale de la santé, verraient que la majorité des risques se situe dans une tranche là. Donc en fait, ils essaieraient de faire un vaccin qui est optimalement placé et qui a le plus de chances de pouvoir combattre aussi bien le rond jaune que le rond violet, que le rond vert, que le rond bleu et le rond orange. Alors bien sûr, après vous allez aussi juger de la gravité, c'est-à-dire que si tous les ronds en haut ils sont très peu graves et que le rond là il est très grave, vous allez peut-être, même s'il y a moins de chances que ça soit celui-là qui devienne endémique pendant une année, vous allez peut-être décider de plutôt traiter celui-là que les autres parce que vous jugez que le risque est comme ça. D'accord? Donc ça c'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, plus ce séquençage, et l'ère du séquençage, il est quand même très important, et on a fait des grands progrès, parce que pendant un certain temps, les pays qui avaient beaucoup de séquençage, c'était des pays qui avaient été touchés par des précédentes épidémies, donc vous aviez la Corée, le Japon, la Chine, mais c'est vrai qu'en Europe et aux États-Unis, on était souvent un peu épargnés, et donc on avait assez peu de séquençage qui était disponible, et ça, on a fait des gros progrès là-dessus, et ça, c'est une très bonne chose, parce qu'il faut bien vous dire, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, les épidémies ont tendance plutôt à apparaître en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. Donc la théorie dirait qu'il faut mettre du séquençage là-bas pour l'identifier le plus vite possible. Bon, déjà, la pratique, c'est qu'un virus peut tout à fait apparaître en Europe et aux États-Unis, et il y en a de plus en plus qui apparaissent en Europe et aux États-Unis, parce qu'il y a des poches de pauvreté, ce genre de choses, il y a énormément de problématiques, donc
il faut mettre du séquençage partout. Et donc ça, c'est quelque chose d'intéressant et qui nous montre que justement cette avance qu'on commence à avoir maintenant et ce déploiement du séquençage qu'on va avoir au niveau mondial, ça va nous permettre d'avoir un temps d'avance sur les prochains virus parce qu'on sera capable de les séquencer très rapidement dans tous les pays. Donc s'ils apparaissent en France, comme on a augmenté nos capacités de séquençage, si on traite bien les futurs virus et qu'on identifie bien des virus qu'on trouve nouveaux, on sera capable de les séquencer très rapidement. Et donc si on est capable de les séquencer rapidement, et ben, du coup, on est capable de les traiter excessivement rapidement. D'accord? Vous voyez aussi que du coup, quand on a un vaccin qui marche pour delta, pour bêta, pour gamma et pour alpha, vous voyez bien qu'on a un vaccin qui marche ici. D'accord? Et donc vous comprenez avec cette map pourquoi est-ce que tous les laboratoires sont partis sur un nouveau vaccin pour Omicron, en se disant qu'il faut vraiment cibler de manière nouvelle Omicron. Et donc ça, c'est quelque chose d'intéressant pour nous en tant qu'investisseurs, parce que ça veut dire qu'il y a quand même de l'opportunité sur les vaccins Omicron, d'accord? Sur les vaccins liés que à Omicron. Donc ça, c'est intéressant pour tous ceux qui ont des vaccins inactivés, donc AstraZeneca, Valneva, ce genre de sociétés, parce que, en théorie, les vaccins de ces sociétés marcheraient mieux sur Omicron. Après, il y a autre chose, c'est que les vaccins de ces sociétés, ils sont dits généralistes. Ils vont cibler absolument tout le scope, mais pas le plus efficacement possible, mais ils vont cibler tout le scope. Mais la problématique, c'est que d'un autre côté, Moderna, Pfizer et les autres, ils créent aussi des vaccins ARN messagers spécialement pour Omicron. Et ils pensent en avoir d'ici l'année prochaine. Donc la question c'est, est-ce que vous pensez que l'État va préférer des vaccins à ARN messagers qui ont une efficacité très importante pendant la phase, pendant 2-3 mois, d'accord? Donc pendant l'hiver, entre guillemets, la phase épidémique, et qui après ont une efficacité qui diminue? Ou est-ce que les gens vont préférer un vaccin inactivé classique avec une efficacité qui est moindre mais qui dure plus longtemps dans le temps? Sachant que par exemple la grippe, bah, c'est peut-être plus intéressant les vaccins ARN messagers pour la grippe parce que tous les ans on se refait vacciner. Ce qui nous intéresse c'est la protection pendant la période hivernale. Donc on n'a pas besoin d'avoir une protection sur 6 mois ou sur 9 mois. On vient chercher la protection maximale sur 3-4 mois parce que c'est les moments où l'épidémie est la plus forte. Donc ça, c'est des choses qu'il faut regarder, d'accord? Et c'est des choses qui vont dans le bon sens. Pourquoi est-ce que j'en ai parlé? Parce que déjà, l'ère du séquençage génétique, elle a commencé il y a un peu longtemps, mais on a vraiment fait des grands progrès, donc il va se passer des nouvelles choses. Il va y avoir plein de segments sur lesquels il va se passer énormément de choses, sur les logiciels qui servent au séquençage, sur les machines, sur énormément de choses. Et on va séquencer de plus en plus de choses, et on va aller dans l'infiniment petit des virus et d'autres choses. Moi, je ne serais pas étonné plus tard, quand on a une maladie qui est virale, qu'on soit à chaque fois séquencé et que suivant la maladie bactérienne, qu'on soit à chaque fois séquencé, que à chaque fois qu'on ait un sous-variant, on soit capable de l'identifier très rapidement et qu'on soit capable de juger qu'est-ce qu'il faut utiliser comme classe thérapeutique suivant l'endroit où on est sur le spectre des variants d'un virus. D'accord? Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes et ça montre les progrès qu'on a fait dans la médecine.